Oui, donc bonjour à tous. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Roxane Delpech. Je commence ma deuxième année de thèse, donc à l'université de Toulouse 3 Paul Sabatier. J'effectue dans ma recherche entre l'Institut universitaire du cancer de Toulouse et un laboratoire INSERM qui travaille sur les enjeux éthiques liés aux évolutions des lois touchant à la santé et plus largement donc à la bioéthique. Mais aujourd'hui, donc, je ne vais pas vous parler particulièrement de ma thèse, mais plus donc d'une publication que j'ai écrite dans le cadre de celle-ci, donc avec ma directrice de thèse. Et en fait, l'idée de cette publication, c'était un peu de challenger la procédure collégiale dans un contexte d'évolution de la loi vers une ouverture de l'aide active à mourir. Donc, pour bien comprendre, on va partir du contexte global que nous connaissons actuellement. Donc, vous savez qu'on a un cadre légal d'accompagnement de la fin de vie en France, donc avec de nombreux droits et principes qui ont été acquis donc, au fur et à mesure des évolutions législatives. Donc, notamment, parmi les plus importants, on a le droit de recevoir des soins, de refuser un traitement, la prohibition de l'obstination déraisonnable, etc. Donc, tout ça, dans un premier temps, le but était de replacer le patient au centre de sa prise en charge, d'accroître davantage son autonomie, et donc afin de rééquilibrer la relation médicale qui était davantage paternaliste. Et ensuite, donc, en 2016, avec la loi Claeys-Leonetti, l'avancée, c'est la promulgation, enfin la consécration d'un droit à la sédation profonde et continue, donc provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès et à laquelle est associé un traitement analgésique. Donc là, en plus, le législateur a souhaité garantir le meilleur apaisement possible des souffrances tant physiques que psychiques du patient, sans pour autant basculer dans la consécration d'un droit à mourir. Et donc c'est principalement la raison qui a conduit à ce que le climat que l'on connaît actuellement, donc de remise en question de ce cadre légal, devienne de plus en plus fort, puisqu'on sait que donc, de longue date, il y a, certains souhaitent que ce paradigme en fait, du laisser mourir, qui est incarné par la sédation profonde et continue, soit abandonné au moyen d'un faire mourir, donc au moyen d'une ouverture de l'aide active à mourir. Et ce qui illustre bien ce climat-là, c'est notamment l'avis 139 rendu par le Comité consultatif national d'éthique en septembre 2022, dans lequel il est venu estimer qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir. Donc dans cet avis, il vient non seulement donc poser les exigences éthiques incontournables en cas d'une telle ouverture, et ce qui constitue une rupture avec les positions qu'il avait adoptées jusqu'ici. Et de la même façon, à l'issue donc de cet avis, le président de la République a organisé le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie. La question posée donc à ses membres était de savoir si est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes situations rencontrées, ou est-ce que d'éventuels changements devraient être introduits. Donc, deux constats principaux ressortent de ces travaux. Donc, le premier, c'est une conviction qui a été donc commune à tous les citoyens, tenant notamment à la nécessité de rendre effectif le droit aux soins palliatifs. Donc, on a là notamment toutes les questions d'égalité aux soins palliatifs. Et en second lieu, donc, on a une majorité qui a estimé que certaines situations de souffrance psychique et physique ne sont pas prises en compte par la loi actuelle, et donc ce qui justifierait une ouverture de l'aide active à mourir. Et donc, à l'issue de ces travaux, le président de la République a annoncé donc la préparation d'un projet de loi qui donc viendrait ouvrir le droit à une aide active à mourir. Donc, une aide qui pourrait prendre deux formes, qu'il est important de distinguer, puisque dans le cas du suicide assisté, le patient donc s'administre lui-même un produit létal qui est prescrit par un tiers et délivré par un tiers, tandis que s'agissant de l'euthanasie, c'est le tiers, donc bien souvent le médecin, qui administre le produit létal au patient et donc réalise l'acte de donner la mort. Donc on voit bien que selon la modalité, la nature de l'intervention du tiers est fondamentalement différente. Et donc quoi qu'il en soit, dans les deux cas,
il est prévu donc l'intervention d'un ou plusieurs médecins, plus ou moins aidés par un collège, pour la prise en compte de la volonté du patient. Et donc ce médecin ou ce collège va accéder ou pas à la demande du patient. Donc dans le cas du suicide assisté, en réalisant la prescription du produit létal et en organisant la mise en place des conditions de l'acte. Et s'agissant de l'euthanasie, en administrant le produit létal au patient. Et donc, dans un tel contexte, il apparaît nécessaire, tant pour le juriste que le philosophe et que pour le médecin, de se demander quelles exigences et quelles garanties éthiques devront être assurées afin de promulguer un cadre suffisamment protecteur. Puisque la recevabilité d'une demande d'aide active à mourir devra donc non seulement respecter des critères définis au préalable par le législateur, et ensuite le processus décisionnel qui suivra devra nécessairement être assorti de garde-fous. Donc, concernant donc ce processus décisionnel, dans le cadre légal actuel, c'est le recours à la procédure collégiale, donc consacrée par la loi Leonetti dès 2005, qui garantit que les dispositions les dispositions de la loi relatives à certaines prises de décision graves fassent l'objet d'une appréciation in concreto. Donc, en pratique, c'est une réunion pluridisciplinaire qui permet, par exemple, de vérifier que les conditions nécessaires à la réalisation de la limitation ou d'un arrêt des traitements sont effectivement réunies. Donc, de même pour la sédation profonde et continue. Et donc, elle permet d'entendre les avis des différents membres de l'équipe soignante. Donc, elle permet, in fine, d'éviter les dérives d'actes décisifs. Donc, on voit bien que la législation française a insisté sur l'obligation qu'il y a pour le médecin donc, de consulter l'avis d'un ensemble de professionnels de santé proches du patient avant de prendre une décision juste le concernant. S'agissant de l'aide active à mourir, dont le CCNE, dans l'avis dont j'ai parlé précédemment, rappelle qu'il est essentiel de conserver cette délibération interprofessionnelle dans le cadre d'une procédure collégiale telle que prévue actuellement dans le Code de la santé publique, sans pour autant apporter plus de précision. La Convention citoyenne, de la même façon, a proposé de subordonner la mise en œuvre des parcours d'accès à l'aide active à mourir à différentes modalités, dont une validation soumise à une procédure collégiale et pluridisciplinaire. Donc, dans le prolongement de ces réflexions et en se focalisant sur le processus décisionnel, je me suis demandé dans quelle mesure le recours à la procédure collégiale, donc tel que prévu dans le cadre actuel, permettrait de garantir que la décision prise soit la meilleure et, disons, la plus protectrice possible, donc tant pour le patient, donc en tant que personne vulnérable, que pour l'équipe médicale en général qui devra y répondre. Donc, pour cela, dans un premier temps, j'ai étudié donc, ce dispositif tel qu'il est actuellement prévu, pour comprendre donc, quel est son rôle et à quoi il sert en pratique, pour, dans un second temps, pouvoir questionner sa capacité éventuelle à assurer un processus décisionnel protecteur et éthique, s'agissant cette fois de l'examen de la validité d'une demande d'aide active à mourir. Donc, concernant la procédure collégiale aujourd'hui, donc, s'agissant premièrement de sa définition et modalité de mise en œuvre, le Code de la santé publique nous dit que c'est une concertation et celle-ci donc est imposée par la loi dans certaines situations spécifiques de fin de vie. Donc, lorsque la personne est en fin de vie, notamment, et que le médecin envisage une limitation ou un arrêt des traitements, dans le cadre du refus de l'obstination déraisonnable, lorsque le médecin entend refuser d'appliquer des directives anticipées, donc si elles sont considérées comme étant manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, ou également lorsqu'une sédation profonde et continue est envisagée, donc soit à la demande du patient en fin de vie, soit à la demande du médecin lorsque la personne est hors d'état de s'exprimer. Donc, elle consiste à une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, je l'ai dit, et de l'avis donc motivé d'au moins un autre médecin appelé en qualité de consultant. Et il est également précisé qu'aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant ne doit exister, et que si l'un d'eux l'estime utile, l'avis d'un deuxième médecin peut être demandé. Donc on voit que elle consiste donc en un processus collégial et pluridisciplinaire dont la mise en œuvre a pour but en pratique de questionner donc une prise de décision qui entraînerait pour le patient des conséquences graves, généralement irréversibles.
Elle permet aussi, elle tente également d'apporter des réponses à certaines interrogations éthiques, puisque elle permet bien souvent de répondre à la singularité de la fin de vie et de la décision médicale, puisqu'il est classiquement admis que le processus décisionnel ne peut prétendre être éthique que s'il est collégial. Donc, disons que la procédure collégiale, son existence est sous-tendue par la volonté de prendre la moins mauvaise des décisions en accord avec les principes éthiques, donc de bienfaisance, de non-malfaisance, d'autonomie et d'équité. Pourquoi Parce qu'on sait que les situations médicales sont complexes et singulières, et donc la mise en œuvre d'une norme générale et impersonnelle qu'est la loi doit être appréciée, doit faire l'objet d'une appréciation in concreto. Donc elle permet un examen de la situation médicale du patient au regard des prescriptions et critères légaux pour que le médecin puisse, in fine, prendre une décision qui ne soit pas arbitraire et en ayant en ayant bénéficié d'éclairage pluriel. Donc elle permet également de limiter la subjectivité du médecin ou des médecins responsables d'une décision impliquant la fin de vie et par là donc de rétablir en partie l'équité d'accès aux soins pour les patients. Et donc c'est pour ça qu'elle ne se limite pas à un simple examen et qu'elle inclut donc médecins, infirmières et aides-soignantes qui connaissent l'anamnèse de la situation médicale et le contexte individuel, familial et social du patient. Donc là, on voit qu'elle permet donc une interprétation des normes juridiques à la lumière des principes éthiques et de la pratique, et donc de composer avec la singularité de chaque patient, de chaque praticien et de chaque situation. Et enfin, elle permet aussi donc de répondre en partie à ce qu'on pourrait appeler une souffrance des soignants, puisqu'on sait, on peut imaginer du moins qu'une décision de limitation de traitement ou de non-respect de directives anticipées ou même de mise sous sédation profonde et continue peut potentiellement avoir un effet sur l'état psychologique du médecin responsable et de l'équipe soignante. Et donc, de telles décisions ne peuvent se prendre qu'en étant le plus serein possible sur la pertinence des choix réalisés. Donc, par là, donc, elle permet à l'ensemble des soignants donc, de participer en ayant été éclairés donc, de la conjoncture et de l'absence d'alternatives pour le patient. Donc, et on sait plus globalement que tant les soignants que le patient et son entourage vivront mieux une décision partagée plutôt qu'imposée. Donc, en conclusion, dans un premier temps, ce qu'on peut dire déjà, c'est que, donc, au regard de la gravité des enjeux d'une demande d'aide active à mourir, le recours à la procédure collégiale est plus qu'évident. Ce qu'on peut noter également, c'est qu'il semblerait que le législateur, il faudrait tout de même que le législateur soit vigilant quant au choix des mots qu'il utilisera pour décrire un tel processus. Il semble qu'il vaut mieux parler de délibération, de concertation collégiale et pluridisciplinaire, plutôt que d'utiliser les mots, par exemple, consultation ou entretien, qui sont utilisés dans la loi belge qui régit l'euthanasie. Et on peut également émettre une réserve sur le mot procédure, qui peut s'apparenter à une démarche un peu protocolaire. Et on sait donc que les protocoles sont peu conciliables avec l'éthique. Puisqu'ils conduisent au long cours à banaliser, on va dire, certaines démarches revêtant une certaine gravité et annihilent au long cours la capacité des acteurs à mettre en œuvre un raisonnement réflexif et critique. Donc, pourquoi pas il me semble que le mot processus serait plus approprié. Toutefois, donc je trouvais que, je ne pouvais pas vraiment me contenter de m'arrêter là, donc j'ai essayé de pousser la réflexion un peu plus loin en me demandant si, si cette procédure collégiale entendue donc, au sens de délibération collégiale et pluridisciplinaire pourrait-elle quand même être envisagée comme une garantie absolue permettant de prendre la bonne décision. Donc la procédure collégiale, à l'aune d'une ouverture de l'aide active à mourir en France, est-elle une réponse absolue à la complexité éthique de la prise de décision en fin de vie? Donc, premièrement, donc je me suis intéressée aux difficultés tenant à la détermination des critères et modalités de recours à la procédure collégiale. Donc, je vais revenir donc, sur chacune des modalités telles que prévues dans la loi actuelle pour réfléchir à partir de là aux potentielles évolutions de la loi. Donc, comme je l'ai dit, elle est actuellement conduite dans le but, donc, premièrement, de savoir si la poursuite des traitements relèverait ou non d'une obstination déraisonnable.
Donc là, la question posée par la loi, ce n'est pas faut-il arrêter ou limiter les traitements, donc ça constituerait davantage un choix moral, mais bien existe-t-il une obstination déraisonnable? Et ensuite, l'obstination déraisonnable est définie par la loi, ce qui permet d'apprécier si, oui ou non, on se trouve dans un tel cas. Donc il est là encore nécessaire d'être vigilant à l'interrogation que l'on met derrière, qui va sous-tendre donc le déroulement de la procédure collégiale, surtout au sens qu'on met derrière pour éviter, comme je viens de le dire, tout ce qui pourrait constituer des choix moraux, qui seraient donc empreints de la subjectivité des membres de la procédure. Elle permet également, donc, elle est également conduite dans le but de déterminer si les directives anticipées du patient sont inappropriées ou non conformes à sa situation médicale pour pouvoir, in fine, les écarter ou non. Donc là, en cas d'un droit à l'aide active à mourir, si l'on envisage l'hypothèse dans laquelle il serait possible de rédiger des directives anticipées pour y inscrire une demande anticipée de mort, les enjeux quant au déroulement de la procédure collégiale seraient autrement plus importants au regard de la décision qui, in fine, pourrait être prise. Et au-delà, ça vient quand même interroger la légitimité d'un consentement indirect et après de l'appréciation par les membres de ce consentement indirect. Et elle permet enfin, donc, comme je l'ai dit, elle est conduite dans le but d'apprécier donc in concreto les critères de la sédation, de mise en œuvre de la sédation profonde et continue. Et donc, comme c'est le cas actuellement, le législateur devra définir donc, et établir des critères et modalités de mise en œuvre. Donc là, on sait à quel point il est difficile pour le droit de définir des situations et événements médicaux. Qui plus est, avec un encadrement qui doit trouver un équilibre entre souplesse et rigueur. Souplesse pour permettre une appréciation médicale donc nécessaire à l'appréhension des situations médicales et rigueur pour permettre donc offrir un cadre protecteur. Mais le risque aussi, l'effet on va dire pervers de cette souplesse rigueur, c'est le risque d'appréciation plus ou moins stricte des critères et modalités de recours, ce qui conduirait à un recours du coup plus ou moins fréquent à l'aide active à mourir selon les professionnels de santé, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs pour la sédation profonde et continue. Un problème aussi par rapport à la détermination de la temporalité, puisqu'il semblerait que l'aide médicale à mourir puisse être proposée en amont des premiers signes cliniques ou symptômes. Donc là, il va falloir donc définir des termes tels que pronostic vital engagé à moyen terme, et ensuite apprécier en concertation qu'est-ce que le moyen terme. Donc ça semble assez délicat. Et au-delà, si on pousse le vice encore plus loin, ça signifie que la délibération, on va délibérer pour savoir si on autorise une personne à accéder donc, à l'aide active à mourir, alors qu'à l'instant T, elle est bien portante, puisque les premiers signes cliniques ne sont pas encore déclarés. Donc, est-ce qu'on peut penser que est-ce qu'on pourra prétendre que cette décision a été bonne, juste et légitime, simplement parce qu'elle n'a pas été le fait d'un seul homme? C'est une question que je me suis posée. J'ai également donc questionné la légitimité de ce processus décisionnel collégial en me demandant si, est-ce qu'une décision prise de façon individuelle à l'issue d'une réflexion collective est forcément la bonne, puisqu'on sait que donc dans la loi actuelle, après une procédure collégiale, la décision reste médicale et singulière. Donc on peut se demander dans quelle mesure un désaccord entre le médecin et l'équipe soignante sera-t-il pris en compte. Dans l'hypothèse où il serait complètement éludé par le médecin, à quoi du coup aura servi cette réflexion partagée. Et au-delà, si on atteint un consensus, on peut aussi se demander en quoi le consensus est-il forcément bon, est-il forcément la bonne réponse. Et concernant les membres, donc ça c'est un peu à part, mais on peut aussi se demander si ce sera le même modèle qu'actuellement ou si d'autres membres seront inclus, donc d'autres profils autres que médicaux, disons, et également quelle place pour la famille, pour les proches, dans une décision aussi délicate. Et puis donc en réfléchissant, j'ai également mis en lumière certaines limites quant au dispositif et également des difficultés relatives à sa mise en œuvre. Donc il y a des risques d'inégalité entre les patients, dont l'hétérogénéité des pratiques, je viens d'en parler, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais disons que ériger ce dispositif en tant que garant d'une prise en charge éthique des situations de fin de vie suppose non seulement que son recours soit effectif et que le temps suffisant à la concertation soit consacré.
Or, on sait que le constat actuel est plutôt celui disons, de personnel soignant qui déplore le manque de temps pour s'occuper de leurs patients, surtout à l'hôpital. Et également, il me semblait contrôler que le recours à la procédure collégiale a lieu donc, de manière systématique dans les règles de l'art partout, par tous et pour tous, semble également difficile, là encore, comme c'est le cas actuellement, pour la sédation profonde et continue. Et puis, bon, traiter de cette problématique, on ne peut pas vraiment traiter de cette problématique en se permettant de faire l'économie des questions de responsabilité. Donc, s'agissant premièrement des questions relatives à la responsabilité judiciaire, l'Ordre des médecins a estimé que l'évaluation, la décision d'éligibilité pour une aide active à mourir et la responsabilité devrait être collégiale et que le médecin traitant ou référent devait être systématiquement membre de ce collège. Donc là, on voit bien que la pluralité d'acteurs susceptibles d'être impliqués rend la détermination de la responsabilité vraiment difficile. La problématique sera donc accentuée pour le cas où le patient était donc hors d'état de manifester sa volonté et qu'il avait mentionné dans ses directives anticipées le souhait d'être euthanasié, puisque là, donc, comme je l'ai dit, ce sera donc un consentement formulé de manière indirecte pour une personne qui donc incapable. Et quid aussi du témoignage de la personne de confiance si celle-ci s'était exprimée sur le cas, si cela également est rendu possible. Et quoi qu'il en soit, disons que si l'on considère l'aide active à mourir comme étant un soin et que ceci est inscrit dans le Code de la santé publique et qu'en parallèle on procède à une dépénalisation dans le Code pénal, les médecins seront protégés, mais ça n'enlèvera pas le problème des potentielles actions en justice, donc a posteriori, par les proches, visant à contester la décision qui, prise donc à l'issue de la procédure collégiale, en avait validé la demande. Et donc, comme je l'ai dit, en plus, donc, divers acteurs susceptibles d'être impliqués, donc, que ce soit pour l'euthanasie ou pour le suicide assisté. Donc, est-ce qu'on va opter pour un partage de la responsabilité ou est-ce qu'on devra choisir entre ses membres, sachant qu'il y a donc les membres de la concertation, le décideur final, le prescripteur de la molécule, pourquoi pas, et celui donc, qui réalise l'acte. Et enfin, pour terminer, je me suis intéressée également à la responsabilité morale, bien que je ne sois pas philosophe, mais là c'était pour questionner le sens de la mise en œuvre d'une procédure collégiale dans un contexte d'aide active à mourir, pour essayer de comprendre si, dans un sens, il n'y aurait pas un risque qu'elle serve à maquiller dans la gravité de la décision finale par l'usage d'un procédé non arbitraire qui viendrait poser en quelque sorte un label éthique un peu. Enfin, là, dans cette forme de responsabilité, c'est plus une responsabilité qui consiste à répondre de soi, mais plus fondamentalement à répondre d'autrui, à répondre de ceux qui se donnent comme éminemment vulnérables. Donc, en fait, c'est un rapport à l'altérité, un rapport à la sollicitude, qui revêt donc la figure de souci, de la préoccupation pour autrui, également donc de toutes les formes de comportement qui en résultent, donc l'attention, le soin, l'accompagnement et la protection. Et donc je me suis demandé si, est-ce que cette forme de responsabilité pourrait légitimer toutes les actions du soignant pourvu qu'elles répondent aux souffrances du patient, c'est-à-dire, autrement dit, peut-on justifier de donner la mort sous prétexte que plusieurs individus, au cours d'une concertation, d'une délibération, ont estimé finalement que cet acte répondrait à la fragilité et à la souffrance de l'autre et incarnerait de facto le soin, l'attention et l'accompagnement. Et ceci vient aussi questionner l'éventuel impact psychologique. Je parlais de l'impact précédemment par rapport à la sédation. Ici, un impact psychologique qu'une telle décision pourrait avoir, tant sur celui qui décidera que sur les membres de la concertation. Donc, en conclusion, donc, on le sait, dans la procédure collégiale, c'est un partage de l'incertitude. C'est un processus plus que louable, donc il est primordial tant actuellement que dans une perspective future. Toutefois, dans une démarche, on va dire, de prudence, certains questionnements, à mon sens, ne peuvent être éludés. Il me semble qu'on ne peut pas vraiment la considérer comme étant une garantie absolue à la bonne décision, peut-être à la moins mauvaise. Mais dans certains cas, ce partage de l'incertitude, comme je le disais,
pourrait conduire à faire le choix de l'irrémédiable. Et donc, peut-on concilier l'irrémédiable avec l'incertitude propre à la fin de vie? Là, pour le coup, je n'ai pas de certitude. Merci beaucoup.